Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. L'équipe de l'émission Arc-en-ciel composée de Mehdi à la technique, Dr Mathieu Mbarga Abiga, spécialiste journaliste, et Henri Fabre, journaliste parlementaire. Nous tenons à remercier nos fidèles auditeurs et auditrices à travers le monde et notamment sur notre région Rhône-Alpes et aussi sur la ville de Lyon. Un grand merci à nos éditeurs et auditrices de la ville de Lyon, surtout Lyon 3e, qui nous écoutent, qui sont fidèles et qui nous envoient leurs amitiés à travers des SMS et aussi à travers des mails. Nous tenons à les saluer et on le dit, nous sommes à votre service. Avant d'entrer en contact avec notre premier intervenant, avec cette pause musicale. Nous sommes des hommes libres qui n'ont pas peur. Nous sommes des secrets qui jamais ne meurent. Et de ceux qui résistent, nous sommes la voix. Dans leur chaos, nous sommes l'éclat, nous sommes libres et notre parole est libre, mais elle n'oublie pas ceux qui sèment les sanglots et trahissent nos foi. Ce soir, j'aurai besoin de toutes vos voix, alors chantez tous avec moi pour la liberté d'expression. Kelmti hurra, ma parole est libre. Sur ces bonnes paroles, qui sont des paroles qui vont droit au cœur, des paroles de liberté, des paroles de femmes, des femmes qui représentent l'avenir de l'humanité. Nous sommes en direct avec Monsieur Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et aussi de vivre ensemble. Hamid Chriet, bonjour. Bonjour monsieur Dominique Sopo.
Alors, monsieur Bonjour. Dominique Sopo, vous êtes né en 76 d'une mère française, madame Bernadette Sopo. Vous êtes aussi issu d'un père togolais naturalisé français en 93. Votre père est venu en France en 1966 pour y suivre des études de mécanique et reparti en Togo en 69. Puis, il décide de s'installer définitivement en France dès 70. En travaillant bien sûr dans l'industrie automobile comme agent de maîtrise. Vous avez fait votre scolarité jusqu'au baccalauréat à Valenciennes, au nord de la France, puis vous êtes installé à Paris pour suivre des études de sciences politiques à l'IEP de Paris, dont vous sortirez diplômé en 97, et d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous obtiendrez un DEA d'épistémologie économique. En 2003 également, vous avez été reçu à l'agrégation de sciences économiques et sociales. Vous avez notamment été investi dans des associations entre 95 et 96 par du syndicalisme étudiant au sein de l'UNEF. Vous avez été responsable entre 98 et 99 à la région parisienne. Vous avez été également attaché parlementaire de Julien Drey. Vous avez aussi adhéré au mouvement des jeunes socialistes à la même époque et d'SOS Racisme en 93. Puis vous avez été davantage investi dans l'association entre 99 quand Malik Bouti est devenu président. Vous êtes également militant associatif très connu. Vous êtes aussi président d'SOS Racisme entre 2003 et 2012. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices. Et puis, vous êtes revenu dans la présidence le 16 juin 2014. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans notre émission Arc-en-Ciel. Merci à vous. Alors, ma première question, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour à la discrimination, au racisme et au sexisme, avec de nombreuses théories complètement abjectes. On voit que certaines personnes, effectivement, parlent de bouclier de la France, remettant, je dirais, cette théorie au goût du jour. Quel est votre avis sur ce sujet précisément ? C'est vrai qu'on est dans une très sale période aujourd'hui en France. On voit bien que dans l'espace public, ceux qui aujourd'hui ont la parole, la développent, ont les antennes ouvertes, sont ceux qui finalement, et de façon assez spectaculaire, parce que assez inédite dans l'histoire récente française, remettent en cause la question même de l'égalité. Que l'on soit conservateur, on a le droit d'être conservateur. On a le droit de dire que finalement les évolutions pourraient amener à des choses pires que ce que l'on connaît, une position conservatrice. Mais là, nous sommes face à des positions réactionnaires avec des tentatives de réhabilitation, de différence, de hiérarchie entre les individus. Et on le voit, on l'a vu ces dernières années, avec toute une série d'attaques contre les populations musulmanes, notamment. Je rappelle que nous avions porté plainte contre Claude Guéant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il passait toute une partie de ses journées à tenir des propos stigmatisants. Nous l'avons vu plus récemment avec les propos extrêmement virulents qui ont pris pour appui la question du mariage pour tous, donc une très forte homophobie qui est ressortie dans l'espace public. J'en veux pour preuve également l'ensemble des propos ou des caricatures qui ont été faites de Christiane Taubira. Donc là, on est dans le racisme anti-noir le plus crasse, avec un retour même à des imageries, à des imaginaires du 19e siècle. Et récemment, évidemment, un personnage qui quelque part synthétise l'ensemble de ces dynamiques négatives, l'ensemble de ces remises en cause du principe d'égalité, à savoir Éric Zemmour, qui explique très tranquillement, en fait, si on prend son propos et qu'on l'enlève de toute sa gangue pseudo-intellectuelle, que finalement, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, que les hétéros et les homos ne sont pas égaux, que les blancs et les autres ne sont pas égaux. Eh bien, c'est dans ce cadre qu'il faut agir. Le combat est certes plus dur, mais c'est quand le combat est dur qu'il vaut la peine d'être mené. Oui, Monsieur Dominique Sopo, donc souvent on rencontre un problème de discrimination. Et il y a beaucoup de monde qui connaît que la discrimination au travail et autres. Mais j'aimerais bien savoir de la part d'un spécialiste et qui est un véritable militant dans ce domaine, quelles sont les différentes formes de discrimination, s'il vous plaît? Alors, les différentes formes de discrimination, d'abord la discrimination c'est, on confond souvent avec le racisme, c'est évidemment lié, mais la discrimination c'est d'abord le fait de refuser un service à une personne, c'est le fait de traiter différemment une personne. Donc un propos raciste, ça n'est pas une discrimination, c'est un propos raciste. Un meurtre raciste, ça n'est pas une discrimination, c'est un meurtre raciste. Une pensée raciste n'est pas une discrimination, c'est une pensée raciste. Par contre, la discrimination, c'est le fait de traiter les gens différemment, dans l'accès notamment à l'emploi, dans l'accès au logement et dans l'accès aux loisirs. Ce sont un peu dans ces trois secteurs qui couvrent très largement la vie quotidienne des gens par ailleurs que l'on va s'intéresser au phénomène des discriminations.
Et la loi française, depuis 1972, les lois Pleven, interdit la discrimination, et la discrimination est punie d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ce sont bien des maxima prévus par la loi et non pas des peines qui sont prononcées effectivement. Nous trouvons d'ailleurs qu'en général les peines prononcées sont un peu trop légères au regard de la gravité des faits. Et la discrimination est interdite sur la base de toute une série de critères, notamment le critère de l'origine, de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, de la culture, de la religion bien sûr, de la religion, de la culture, oui, de l'origine, ce que je disais. Bon voilà, il y a 20 critères, même 21 aujourd'hui, avec la discrimination à l'adresse, donc sur une base géographique interne à la France ici, qui a été rajoutée. Donc voilà un peu le panel des critères de discrimination et les secteurs dans lesquels la discrimination peut se déployer. Et évidemment, ce qui est le plus dur pour les gens, même si dans tous les secteurs c'est compliqué, c'est évidemment la question de l'emploi, parce que la question de l'accès à l'emploi, qui est un nœud très important pour les individus, de pouvoir accéder au marché du travail, de pouvoir rentrer, de pouvoir exercer un métier, eh bien ce sont des discriminations qui souvent vont se dérouler dès l'envoi du curriculum vitae, où il va y avoir des phénomènes de sélection et où finalement les CV qui vont être retenus pour faire passer des entretiens d'embauche seront déjà des CV qui auront été sélectionnés de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs aussi, c'est assez fréquent, parce que finalement on a plutôt tendance à recruter à son image, et qu'aujourd'hui l'essentiel des personnes qui sont en responsabilité en matière de ressources humaines, ce sont des hommes blancs de entre 30 et 50 ans et qui habitent en centre-ville. Et donc évidemment il y a là une forte discrimination qui existe, ce qui explique en partie les taux de chômage extrêmement importants que peuvent connaître les personnes d'origine immigrée. Alors, Monsieur Sopo, vous avez bien différencié entre le racisme, effectivement, qui est une idéologie sur les races, et la discrimination, qui est un délit au niveau juridique, et qui peut avoir forme de discrimination au faciès, discrimination liée à l'origine, discrimination pour les handicapés, donc plusieurs parties. Aujourd'hui, on voit que certaines personnes disent que le grand problème de la France, c'est l'immigration. Certains pseudo-théoriciens parlent du grand remplacement, et que finalement, ce serait un suicide. Et on voit effectivement, puisque c'est une émission aussi franco-marocaine, on voit qu'aujourd'hui le Maroc, à travers sa politique, aujourd'hui a régularisé des sans-papiers, qui n'est pas la 4e puissance économique, vous en conviendrez. Que pensez-vous de tout cela ? Ça renvoie au phénomène de crispation que je notais, c'est qu'il y a aujourd'hui finalement une forme d'hystérie dans le débat public par rapport au phénomène migratoire. Je pense que cela vient aussi du fait que pendant très longtemps, au niveau politique, et donc y compris par la gauche, le combat culturel n'a pas été mené, et que finalement, petit à petit, on a accepté un cadre dans lequel l'immigration n'était plus un phénomène, mais était un problème, et voilà ce à quoi ça aboutit. Aujourd'hui, la France a, par exemple, puisque vous parliez des sans-papiers, entre, on va dire, 200 et 300 000 sans-papiers sur son territoire, pour un pays de 65 millions d'habitants. Donc on n'est pas dans une déferlante de sans-papiers dans notre pays. Par ailleurs, je pense que le problème n'est pas tant celui des sans-papiers que, effectivement, du constat qu'il y a un pays qui change, que les populations changent, que les habitudes changent, qu'il y a effectivement, la France est un pays qui a accueilli toute une série de personnes d'origine maghrébine et africaine, mais que dans le même temps, la France a du mal à se vivre comme un pays d'immigration, un peu à l'inverse des États-Unis qui se vit comme un pays d'immigration, sans vouloir faire d'ailleurs d'angélisme par rapport à ce qui s'y passe en matière de racisme, on le sait bien. Donc je pense qu'il y a de la part des intellectuels, des journalistes, des politiques, des associatifs, un travail culturel à réaliser pour réaffirmer ce que c'est la France. La France, c'est un projet. On est français lorsque l'on adhère finalement à l'idée que l'on appartient à cette nation. La France, comme disait Renan, ça n'est pas une origine, ça n'est pas une religion, ça n'est pas ce n'est même pas une langue en l'occurrence. La France, c'est une volonté de vivre ensemble. Et c'est cette volonté de vivre ensemble qui aujourd'hui fait défaut, et elle fait d'autant plus défaut que je pense qu'on est dans un pays qui a du mal à croire en lui-même, et que lorsqu'on ne croit plus en lui-même,
en soi-même, lorsque l'on ne croit plus que l'on peut se projeter dans l'avenir, eh bien, on est sur des phénomènes de repli, sur des phénomènes de bouc émissaire, tels que l'on voit se déployer, avec un retour de l'ethnicisme, de l'ethnicisation des phénomènes sociaux, avec cette théorie que vous citiez du grand remplacement. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, des grands remplacements, comme disent certains, il y en a eu des dizaines et des dizaines sur à peu près l'ensemble des territoires, parce que l'humanité est finalement un immense brassage de population, et c'est aussi cela qu'il faut accepter. Les gens bougent, fort heureusement, les gens se mélangent, les populations se réagencent, et ça n'est pas pour autant que cela doit être vécu comme un phénomène de décadence, même si, je tiens à le faire remarquer, et là aussi les responsables politiques ne tiennent pas leurs responsabilités justement, je pense qu'un des problèmes, c'est que la figure de l'immigré, qu'il soit noir ou arabe, représente finalement la mondialisation, et que cette mondialisation est vue comme angoissante aujourd'hui en France, parce que je pense que toute une série de personnes identifient la mondialisation non pas comme un phénomène dans lequel nous aurions une place en tant que France, mais comme un danger, comme une source de déclassement du pays. Eh bien, cela, je pense, favorise ces logiques de bouc émissaire à l'endroit de populations d'origine maghrébine et africaine que l'on voudrait donc expulser du territoire, puisque la théorie du grand remplacement, il faut bien comprendre, aboutit à une dynamique, c'est la dynamique de la remigration. Et d'ailleurs, dans quelques jours, ou il y a quelques jours d'ailleurs, je pense, il y a eu en France des assises de la remigration tenues par des réseaux proches de l'extrême droite au demeurant, du Front National, parti qui cherche à se respectabiliser. Et la remigration, c'est quoi? C'est de dire, les Noirs et les Arabes, d'abord on va les parquer dans des endroits, et ensuite on va les faire repartir chez eux. Évidemment, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de naissance. Donc ça veut dire, en fait, défranciser massivement toute une série de personnes pour les renvoyer chez elles. Et on voit donc que ces théories ne sont pas que des théories, ce sont des théories qui sont amenées dans le débat public pour ensuite être finalement la base de politiques ultra-racistes telles qu'on n'a plus vu en France, fort heureusement, depuis extrêmement longtemps. Monsieur Sopo, Hamid Chrit vient d'évoquer le cas du Maroc dans une période très difficile sur le point de vue économique, bien entendu sur le point de vue d'identité aussi. Cette initiative du Maroc pour s'ouvrir sur le Sud, c'est-à-dire sur l'Afrique, une coopération Sud-Sud avec la régularisation d'un grand nombre d'immigrés subsahariens dans le royaume au Maroc. Selon vous, ce n'est pas une solution. Pourriez-vous me le dire, est-ce que c'est une solution intermédiaire pour, quelque part, limiter déjà l'exode des étrangers vers le continent européen qui souffre déjà des problèmes économiques, et en même temps que les Européens se rendent compte comme quoi il est temps de faire une coopération avec ces pays de Sud pour les permettre dans un travail acharné pour leur promotion économique, et comme ça les Africains resteront chez eux, parce que l'avenir, à mon sens, c'est l'Afrique, ce n'est pas ailleurs. Oui, alors sur est-ce que la régularisation au Maroc est une solution intermédiaire qui pourrait arranger l'Europe? Je pense qu'on ne peut pas prendre le problème ainsi. S'il y a des gens qui veulent vivre au Maroc venant d'autres pays qui sont régularisés, très bien. Mais je pense que l'Europe ne peut pas déléguer ces problèmes migratoires aux pays du sud de la Méditerranée, comme elle le fait d'ailleurs depuis plusieurs années à travers les opérations Frontex. Et on a vu même que cela a été jusqu'à opérer une collaboration avec le régime de Kadhafi, dont on sait qu'il n'était pas tendre avec les personnes de couleur noire qui arrivaient par le désert. Le deuxième élément, vous parlez de l'ouverture sur les pays du Sud, bien évidemment que c'est une des dynamiques d'avenir pour l'Europe. Quand on voit comment, notamment la France d'ailleurs, comment est faite la France, quels sont ses liens linguistiques historiques, il est bien évident que plutôt que de se recroqueviller, il y aurait intérêt à coopérer. Ça réglerait en partie les problèmes de phénomènes migratoires contraints, parce que souvent on présente en France les personnes qui migrent comme des gens qui viennent profiter, mais ce sont souvent des gens qui simplement essayent d'avoir une vie meilleure, sinon pour elles, tout au moins pour leurs enfants, ou même des personnes qui sont menacées de mort dans leur pays et qui pensent qu'il n'y a plus aucun avenir. Donc je pense que lorsque dans ces pays il y aura des stabilisations démocratiques, qu'il y aura un vrai décollage économique qui d'ailleurs commence un peu à exister dans toute une série de pays africains,
eh bien nous ne serons plus confrontés à ce type de phénomène. Non pas qu'il n'y aura plus d'immigration, non pas qu'il n'y aura plus de phénomènes migratoires, mais au moins ce seront des phénomènes migratoires choisis et non pas contraints comme aujourd'hui, avec des jeunes qui risquent même la mort et qui meurent au demeurant par milliers tous les ans en essayant de rejoindre le vieux continent. Pour rebondir sur la question de mon confrère Abdelatif, Monsieur Sopo, c'est que finalement le Maroc a entrepris et innové cette question de coopération sud-sud. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, que pour lutter contre l'immigration, il faut, et vous ne direz pas le contraire, il faut aujourd'hui développer les pays africains. On sait aujourd'hui que, par exemple, selon les statistiques notamment de la Banque mondiale et du PNUD, que 26% seulement des Africains immigrent en Europe. Le reste restent en Afrique de l'Ouest. Donc ne faut-il pas aujourd'hui, à travers cette coopération sud-sud que le Maroc a entrepris et développée, je dirais, encourager, voire participer activement? Alors, deux choses. D'abord, il ne s'agit pas de lutter contre l'immigration, parce que il ne faut pas accepter ce cadre de pensée dans lequel l'immigration déboucherait sur le fait qu'il faut lutter contre. C'est très bien l'immigration, c'est très bien les phénomènes migratoires, c'est très bien que les gens puissent circuler à travers le monde. Écoutez, moi, quand j'ai envie d'aller en vacances, je vais où je veux, quand je veux. Tout le temps. À peu près dans la totalité des pays. Excusez-moi, je trouve ça très bien. Ce que je trouve bien pour moi, je le trouve bien aussi pour les autres, en l'occurrence. Parce que c'est ça, avoir une conception d'une humanité qui est une. Non pas que ce soit forcément possible tout de suite à cause des déséquilibres économiques qui entraîneraient des mouvements de population trop violents, encore que, comme vous l'avez fait remarquer, l'essentiel des migrations sont des migrations extrêmement courtes et qui sont des migrations sud-sud. Le deuxième élément, qui là est un élément beaucoup plus intéressant, c'est que effectivement l'avenir est à la coopération. Si on est dans un monde qui se mondialise, que l'on constate que ce monde se mondialise et que c'est un phénomène irréversible, sauf à accepter d'être une sorte de banlieue du monde, eh bien dans ce cas-là, il faut effectivement encourager toutes les initiatives de partenariat qui permettront notamment à l'Afrique d'émerger plus rapidement, mais qui permettront à tous ceux qui se lancent dans ces logiques de coopération, comme le Maroc que vous citiez à juste titre, eh bien, d'être dans des dynamiques gagnant-gagnant. La coopération. Vous encouragez cette coopération sud-sud que le Maroc entreprend, si je comprends bien. Bien évidemment. On ne peut en aucun cas décourager des logiques de coopération. Les logiques de coopération sont à promouvoir, les logiques d'échange sont à promouvoir. On ne peut pas d'un côté tenir des grands discours philosophiques sur le fait que les gens doivent se connaître, sur le fait que les énergies doivent être mises en commun, sur le fait que les intelligences doivent circuler, et d'un autre côté expliquer que tous les phénomènes qui consisteraient à s'ouvrir, à travailler ensemble seraient négatifs, parce que là il y aurait une disjonction totale entre la philosophie proclamée et les pratiques effectives, même si je sais que ces disjonctions malheureusement ne sont pas rares. Monsieur Sopo, une avant-dernière question, si vous le permettez. Nous sommes en direct avec Dr Mathieu Mbarga Abika, qui est spécialiste de la politique africaine de la France, qui est aussi l'auteur de l'essai, l'essai Minorité visible, intégration quasi impossible en France, pour faire reculer les comportements de discrimination en augmentation en France. Bonjour Mathieu Mbarga Abika. Bonjour chers confrères et bonjour M. Sopo. Bonjour. Qui vient d'intervenir, je suis d'accord sur les points essentiels évoqués, surtout pour faire reculer les comportements discriminatoires en augmentation dans notre pays, la France. Seulement, c'est une question directe, M. Sopo. Pensez-vous que ces comportements discriminatoires dont il est question dans cette émission et que vous avez eu le temps d'évoquer sont il y a un recul parce qu'on ne peut pas par communauté, on ne peut pas savoir, on n'a pas une photographie exacte sur est-ce que les Marocains sont plus discriminés que les Algériens, que les Africains, que les Antillais. Votre photographie, est-ce que c'est les mêmes comportements, c'est-à-dire ces minorités visibles, comme je le nomme dans mon essai, sont traitées de la même façon ou il y a des différences? Alors, il y a des différences. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Donc, il y a des différences qui existent parce que
il faudrait pouvoir, comme on dit, faire des études toutes choses étant égales par ailleurs, et les choses ne sont pas toutes choses étant égales par ailleurs. Par exemple, les populations d'origine maghrébine sont en général installées depuis plus longtemps en France que les populations d'origine noire africaine. De la même façon, on voit bien que la relation qui peut exister entre les populations d'origine maghrébine et africaine, la France, ne sont pas les mêmes qu'avec les populations d'origine asiatique, parce que il apparaît dans... permission, une correction, que ces communautés arrivent pratiquement à la même période en Europe. Nous sommes donc dans les Africains vers l'Europe, compte tenu de l'histoire, de l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme. Non, mais bien évidemment, il y a eu des personnes de couleur noire en France depuis le XVIe siècle, certes, voilà. Mais dire les vagues massives d'arrivée, il y a eu les personnes d'origine maghrébine qui sont arrivées un peu auparavant. Et au-delà de ça, je pense que la grande différence sur la question des populations qu'on appelle minorités visibles, je pense que c'est la question du rapport colonial qui n'a pas été digéré en France et qui explique une différence de traitement entre des minorités que l'on dit visibles et d'autres communautés, personnes de telle ou telle origine qui ne sont pas à qui on ne renvoie pas plutôt, excusez-moi, un problème de contentieux colonial. Oui, merci, mais pour la communauté maghrébine, marocaine par exemple, est-ce que vous pensez, puisque vous êtes président, il faut le rappeler, président des SOS oui. Racisme, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences de traitement quant au comportement discriminatoire? Je précise, c'est-à-dire, est-ce que le Marocain est plus toléré en termes de personnage, quand il va vers l'emploi, la demande d'emploi, d'un logement, qu'un Africain, ou qu'un Algérien? Alors non, je pense que les choses sont à peu près équivalentes au demeurant. Si les choses sont comparables, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour des raisons de langue, de maîtrise de la langue, etc. par exemple, qui n'est pas tout à fait la même chose entre un Antillais qui est francophone de naissance et une personne qui serait née au Maroc et qui n'aurait pas forcément complètement la même maîtrise de la langue, ça peut arriver, ou des accents qui signaleraient une origine étrangère immédiate. Mais en l'occurrence, je pense que un des problèmes qui est posé, c'est que le Marocain, de façon générale, dans l'esprit global, c'est l'arabe, tout comme l'Algérien ou le Tunisien. Et je pense qu'il y a dans notre pays, de par le contentieux avec la guerre d'Algérie, une vision des Maghrébins qui est finalement une vision assez unifiée et assez négative de la part de ceux qui ne mettent pas à distance ces contentieux historiques qui continuent à être agissants. Oui, Monsieur Sopo, la dernière question pour Hamid Chariet, et on tient à vous remercier de cette participation fort intéressante. Hamid? Oui, ma dernière question, Monsieur Sopo, je sais que vous êtes un président très actif effectivement sur cette question-là. Quels sont aujourd'hui les projets finalement d'SOS Racisme? Y a-t-il une restructuration? Quels sont vos projets sur le site internet? Par exemple, j'ai vu que vous avez modifié pas mal de choses. Quels sont vos projets actuellement? Alors, les projets sont de plusieurs natures. Alors, excusez-moi parce que j'ai un retour de ce que je dis, donc je n'arrive pas bien à me concentrer, mais je vais essayer. Donc, mais c'est pas grave, là c'est bon. Là c'est bon comme ça. Bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement il y a des projets de restructuration parce que lorsque l'on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui à lancer des logiques d'égalité dans notre pays, eh bien il faut aussi se remettre en cause. Je pense que il faut notamment que les associations comme SOS Racisme et les autres également, qui ont pris beaucoup de retard sur ce sujet, investissent enfin pleinement les réseaux sociaux, qui sont aussi un lieu de formation des identités, des pensées aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une volonté de revenir très fortement sur le terrain, et d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés pour construire des comités SOS Racisme, je les appelle à nous contacter pour le faire, parce qu'on ne peut pas dire, on voit bien que parfois dans nos quartiers populaires, il y a des phénomènes régressifs, on le voit bien que des jeunes qui partent en Syrie, etc., ou qui tombent dans les filets d'un Dieudonné ou d'un Soral, eh bien, il faut aussi qu'il y ait des gens sur le terrain qui disent à ces jeunes que les combats de l'émancipation sont des combats qui passent
par des logiques d'égalité, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui leur disent, qu'il y ait des gens qui leur montrent que c'est possible de se battre pour l'émancipation. Enfin, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y a aussi la nécessité de reconstruire dans notre pays un imaginaire de la fraternité. Vous savez, souvent on dit qu'il faut qu'il y ait de l'égalité pour qu'il y ait de la fraternité, parce que finalement, les gens devraient être à peu près égaux pour se reconnaître comme des frères. Mais on peut aussi faire le raisonnement inverse. C'est parce que on se reconnaît comme des frères et des sœurs qu'on a envie que l'autre soit traité à égale dignité. Et je pense que c'est cet effondrement de l'imaginaire de fraternité qu'incarne très bien Éric Zemmour d'ailleurs avec ses propos. Cet effondrement de l'imaginaire de fraternité rend extrêmement difficile aujourd'hui de mener les logiques d'égalité, de faire en sorte qu'elles progressent, et je pense que c'est un de nos chantiers de contribuer, avec d'autres évidemment, à reconstruire cet imaginaire de la fraternité. Mais encore une fois, c'est quand le combat semble compliqué qu'il vaut la peine d'être mené, et moi je suis sûr d'une chose, c'est que notre combat sera victorieux, que le chemin vers l'égalité n'a jamais été un chemin pavé de roses, qu'il y a toujours eu des résistances. On l'a vu sur la question des femmes, notamment sur le droit de vote pendant très longtemps en France, et sur toute une autre série de phénomènes. L'égalité est un combat pour un mieux-être universel, si je puis dire. Eh bien, ce combat, il faut le mener avec enthousiasme, avec détermination et avec optimisme. En tout cas, je vous en prie. Allez-y, monsieur Sopo. Oui, non, je tenais à remercier cette émission Arc-en-Ciel, qui est une très belle émission, qui a un très beau nom, et Ami de Chriette, qui est... je tiens à le faire remarquer, un des rares éditorialistes, voire le seul que je connaisse, issu de la diversité comme l'on dit, et donc c'est bien de mettre aussi en avant et ces thématiques et les personnages qui peuvent les porter. Monsieur Sopo, nous tenons à vous remercier parce que simplement, sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel qui fête maintenant sa première année d'anniversaire et travaille dans un cadre de la promotion de la relation France-Maroc et en même temps la coopération Sud-Sud, mais surtout la diversité parce que nous faisons partie d'une radio qui est radio plurielle. Le nom, ça veut dire radio leader dans la diversité. Et toute l'équipe Arc-en-Ciel composée de Hamid Chriette et Mathieu Mbarga Abiga et Henri Fable, notre journaliste parlementaire, certainement que vous connaissez, avec notre jeune technicien, nous essayons, avec les moyens de bord, comme on dit, de promouvoir ce vivre ensemble à travers cette heure de chaque dimanche. Sachez-le, monsieur, c'est des bénévolats. Rien que des bénévolats, dans un cadre, on croit à ce que vous venez de le dire, parce que notre croyance est fondée sur deux choses, non à la discrimination, non au racisme, et le vivre ensemble. Merci, monsieur. Très bien. Merci à vous. Merci et puis aussi notre animateur Abdelatif, je tiens à souligner, on a oublié. Ce n'est pas un problème, le plus important, c'est l'équipe et l'esprit d'équipe. Merci. Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. وسقينا بالمدد أنا سيدي عندي طبيب قلبي متولع
واه